Alors, vous êtes où, vous, Loïc? Quelle ville? Ah, Sydney. Je suis à Sydney. Sydney. D'accord. Ok, Voilà, je je suis à peux Sydney. pas Je suis encore au bureau. m'imaginer. Je vais finir. Je vais finir. Bonjour. Merci pour votre engagement. Je profite de l'occasion pour vous dire merci. Je fais C'est partie pas des bienheureux électeurs des deux tours pour Emmanuel Macron et pour vous. Mais à côté de ça, je vous remercie aussi de ce que vous mettez sur Facebook et de tout ce que vous communiquez. Je pense que c'est un grand changement. Moi, je suis pas là depuis très longtemps. Je suis arrivé en 2010, donc il y a 9 ans. Mais sous la précédente législature, on n'avait jamais de retour. Donc, sous celle-là, on en a assez. C'est bien de partager. On est Bah, fiers de notre député. merci beaucoup. Je pense que ça fait partie aussi des changements que beaucoup de citoyens demandent, hein, qu'on communique, qu'on soit plus transparent. Non pas qu'on cache Mm, des choses, mais mm, simplement qu'on tienne au courant de ce qu'on fait, quoi, pour savoir à quoi ça sert. mm, mm. Et on voit bien ce qui se passe en ce moment. Il y a une vraie demande, hein. Il y a une vraie demande. Je voulais dire aussi quelque chose, c'est du côté des consommateurs que nous sommes, des citoyens. Oui. Il y a un bureau de vote à New South Wales. C'est un bureau de vote pour une région qui fait une fois et demie la France. Donc, faut savoir excuser ceux qui votent pas. Moi, Ouais. je fais à peu près, j'habite de l'autre côté de Sydney, donc je fais à peu près une heure et demie pour aller voter. Mais ben, c'est pas beaucoup pour la plupart de nos compatriotes à New South Wales qui Non, habitent mais c'est. quelquefois. Alors, Voilà, il faut juste imaginer un bureau de vote à l'échelle de la France. ouais. Voilà, on comprendrait l'abstention. Exactement. Alors, on essaye de travailler à ça. Alors, il y a un projet, hein, qui est en cours sur le vote par Internet. Ils en sont Mm. aux phases d'essai, donc ça ne sera pas prêt pour les européennes. L'objectif, c'est que ce soit prêt pour les consulaires de l'année prochaine, en 2020. Je reste extrêmement prudent. Le projet, il avance, il n'y a aucun doute. Mm. Il est vraiment Ça a dans les marché. tuyaux. Je crois que ça a marché en 2012, il me semble. 2012 Il et me semble qu'il y a 2014, deux aux fois. européennes, ouais, ça a marché et après ils ont supprimé parce qu'il y avait des problèmes Des failles de hacking. sécurité. Ouais. Ouais. Et Et, à l'époque, on n'avait pas les mêmes j'accepte, acteurs qu'aujourd'hui, hein. ouais, j'accepte tout à fait l'argument. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'accepte tout à fait que pour des raisons de sécurité, on puisse pas voter sur Internet. Mais c'est vrai que pour des gens comme nous, c'est tellement commode de voter par Internet. En même temps, Alors, c'est sympa aussi de retrouver des compatriotes quand on y va. Alors, ce qu'on essaye de mettre en place aussi, le ministère de l'Intérieur est en train de travailler au fait qu'on puisse donner une procuration en ligne sans avoir besoin de se déplacer. Parce qu'en France, même pour faire une procuration, il faut aller dans un commissariat, dans une gendarmerie. C'est pas forcément facile. Si on a besoin de donner une Mm, procuration, c'est bien qu'on n'est pas là ou qu'on n'est pas en mesure de se déplacer. C'est qu'il y a un truc. mm, mm, Donc, aller dans un commissariat, dans une gendarmerie, même si on peut le faire très longtemps à l'avance, c'est vrai. C'est pas forcément, ça répond pas mm, forcément toujours aux besoins. Donc le ministère de mm, l'Intérieur est en train d'étudier ça. Et nous, à l'étranger, on a quand même le droit de donner 3 procurations, de prendre 3 procurations. Et on mm, peut le faire dès maintenant. Donc, nous, on essaie de communiquer ceux qui seraient amenés par exemple, en Australie, à passer au consulat parce qu'ils y viennent pour, je sais pas quoi d'autre, une autre formalité, récupérer un passeport ou que sais-je. À mm, ce moment-là, ils peuvent tout de suite faire une procuration et ils peuvent la faire même. Il faut avoir confiance, hein, mais sur une longue période, on peut la faire simplement pour un scrutin, pour plusieurs scrutins. mm, Et quand on ne sait pas à qui donner, il faut contacter le parti politique qu'on pense soutenir, en fait. Et tous les partis sont mm, organisés maintenant pour trouver des mandataires qui vont prendre les procurations. Donc, mm, c'est la bonne solution, qu'ils soient donc dans le même bureau de vote. À l'étranger, dans le même bureau de vote, c'est plus facile de trouver mm, quelqu'un, parce qu'après, on est tous dans le même bureau de vote. En France, ça peut parfois mm, être plus difficile, mm. mais à l'étranger, c'est plus facile. Voilà. Donc, essayez de faire ça Ouais, pour faciliter. ok. Mais Mm. c'est Ok, ok. un Non, non, pis-aller. message. Mm. Non, non, mais le message, ça peut servir aussi pour des gens qui... Parce que moi, je peux aller voter, j'ai juste 1 heure de transport. Ça va, 1 heure de voiture, ça va. Mais pour ceux qui sont un peu plus loin, je peux donc Eh offrir oui, mes services s'ils veulent. voilà. Donc, et on a droit à 3 procurations, ce qui est mieux. Et on essaye, nous, de les faire monter à 5. Mm, À la faveur de la réforme constitue, on voudrait passer à 5 procurations au lieu de 3, mm, pour pouvoir avoir plus de chances. Parce qu'à l'étranger, bon, c'est déjà bien d'être à 3, mais 5, ça serait mieux parce que les gens mm. sont assez dispersés et on peut avoir une petite communauté avec justement comme vous, par exemple, une personne qui va au bureau de vote et qui pourrait prendre plusieurs procurations. Mais si on Ouais, en est ce que je 3, pourrais faire, moi.
Ouais, ce que je pourrais faire, moi, récupérer des procurations. Donc en attendant, nous, c'est Parce que, 26 mai le prochain tour, le seul et unique hmm, tour européen. 26 mai, un tour. Faut pas se planter. hmm, Bon, bah, nos amis australiens, à part vous, il n'y a pas grand monde, hein. hmm. Alors, est-ce qu'on engage quand même un échange? Il y avait donc, je sais pas, alors, du coup, on peut se centrer sur les sujets qui vous attiraient votre préférence. Euh, Ouais, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire, mais il y avait un sujet que je trouve qui me semble très important oui. et pour j'ai une position qui a évolué. C'est, je pense qu'il faudrait en France le vote obligatoire. Ah, comme en Australie. Ouais, ici on paye $50 plus la TVA 55 ou 54,5, quelque chose comme Si ça, on si on vote pas, c'est ça? si on vote pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui on voit que les populations, que ceux qui se mobilisent, c'est les antis, d'où qu'ils viennent, ceux Oui. qui ont des propositions raisonnables, disons Mhm. ça comme ça, ceux qui en général ne se mobilisent pas. Et je pense qu'il faut, voilà, on a la chance d'avoir la démocratie. Alors par contre, en Australie, on vote 3 fois pour le Commonwealth, pour Oui. l'État et pour la commune. À En chaque fois qu'on France, vote, ils vont ensemble. non, 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 on vote 3 fois. Il y a trois niveaux administratifs hiérarchiques. Mhm. Il y a la commune, un seul tour à chaque fois, un seul tour. L'État, New South Wales, Mhm. et le Commonwealth, l'Australie, à l'échelle D'accord. australienne. Donc, la différence, la commune, c'est assez proche de ce que fait la commune en France, la collectivité. La différence entre l'État fédéral et l'État dans lequel on vit, entre la région, c'est que, j'ai envie de dire, c'est la différence entre les attributions du président de la République et celles du Premier ministre. C'est-à-dire que la santé, l'école, le transport, la police, tout ça, c'est l'État. D'accord. Le contre-espionnage, l'armée, les affaires étrangères, la monnaie, c'est le gouvernement fédéral. D'accord. Et à chaque D'accord. fois, on ne vote qu'une seule fois, il y a un seul tour. Donc, Donc ce c'est sont des facile élections, d'oublier. c'est un scrutin proportionnel. Oui, oui, complètement proportionnel. Ah, deux listes, c'est un peu compliqué, c'est le système anglais. Donc là, on va voter le 26 mars pour l'État, il y a un seul tour, ou le 23 mars, je ne sais plus. Mhm. Et puis un peu plus tard, on va voter pour le Commonwealth. Mais ça Oui, j'ai vu, fera, c'est là qu'on attend un basculement politique, d'ailleurs, en Australie, je crois. ouais, ouais, c'est très possible. Parce que Frédérique Vidal, notre ministre, quand elle était en déplacement, donc la semaine dernière, a été très impressionnée, il y a 2 semaines, parce qu'elle a rencontré ses homologues au Mm, niveau fédéral et qui étaient en train de se préparer et de transmettre leur dossier aux partis d'opposition qui seraient susceptibles d'arriver au pouvoir. Elle nous a dit, mais ça, c'est un truc qu'on ne verra jamais en France. non, non, mais l'opposition, en fait, c'est un régime parlementaire. L'opposition a beaucoup de pouvoirs, D'accord. presque les mêmes pouvoirs. Par exemple, l'accès aux fonctionnaires, j'en sais rien, au ministère des Transports, ils ont accès à tous les documents dont ils ont besoin. Et donc, moi, je travaille pour le gouvernement, pour le ministère de l'Éducation. De temps en Oui. temps, on a des choses à donner, pas seulement au gouvernement local, mais aussi à l'opposition. Ce qui est très bien, ce qui fait une démocratie. La fonction publique travaille pour tout le monde, pas seulement pour le gouvernement. Donc ça, c'est une façon un petit peu différente d'envisager. Donc, Est-ce que ça vous veut dire m'entendez que bien? l'opposition, oui, très bien, ça veut dire que l'opposition ne participe pas aux décisions, mais elle reçoit les documents, elle reçoit l'information, on peut le voir comme ça. Ah oui, elle peut demander l'information. Ah, donc est-ce que c'est inscrit dans la Constitution, le droit d'information de l'opposition? Je ne sais pas comment ça se passe parce que on est en droit coutumier. On n'est pas en droit civil Oui, oui, ici. oui. D'accord. Alors, Geoff, c'est à vous. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, très bien. En fait, pour revenir sur ce que la personne juste avant disait, moi je travaille pour le gouvernement d'État, donc pour le gouvernement d'État du Victoria. Donc je ne sais pas si le monsieur travaillait pour le gouvernement fédéral pour l'éducation ou le gouvernement d'État, mais en tout cas c'est le gouvernement d'État du Victoria.
Et donc, ce qui se passe pour l'accès au dossier, en fait, c'est pendant environ 2 mois avant les élections, il y a ce qui s'appelle une caretaker période, en fait, une période qui s'appelle de caretaker, où le gouvernement, je crois que c'est 2 mois, c'est ça, 45 jours ou 2 mois, où le gouvernement ne prend aucune décision majeure. Donc, en fait, c'est juste tout ce qui est administratif. Et en effet, le public service prépare des dossiers. Donc, il y a 2 ou 3 dossiers. En fait, il y a un dossier pour le gouvernement libéral, au cas où le gouvernement, enfin, là, on est passé d'un gouvernement des travaillistes à un gouvernement, on a continué, en fait, sur les gouvernements des travaillistes. Donc, en fait, il prépare un dossier bleu, un dossier rouge, et il y a été question également d'un dossier vert. Donc, en fait, c'est préparer tous les gouvernements qui puissent arriver au pouvoir. En fait, c'est avoir un document prêt pour la passation de pouvoir. Donc, je pense que, en fait, je ne sais pas si je vous ai entendu faire référence à quelque chose. À mon avis, c'est ces documents auxquels vous faisiez référence. Vous disiez que quelqu'un qui travaille avec vous avait vu la préparation des dossiers lors de son passage en Australie, et je pense que c'est notre ministre ce de type de l'enseignement document. supérieur. Ouais, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. D'accord. Donc, à mon avis, c'est ce genre de dossier. Et ce qui se fait également, ce qui s'appelle, je ne sais pas si ça se fait en France, mais il y a la Freedom of Information. C'est-à-dire que tout le monde a le droit, en fait, à faire une demande de dossier sur un certain sujet au département. Et ça s'appelle la Freedom of Information. Donc, c'est le droit d'accès à l'information. Tout citoyen peut demander de l'information? Je pense que oui. Enfin, nous, on a j'ai une collègue qui travaille sur ce sujet, et je pense que tout citoyen, oui. Essentiellement, ce sont des associations qui demandent accès à l'information sur certains sujets, mais il y a aussi des membres de l'opposition. Et donc, en fait, souvent, les questions sont assez vagues. Les questions sont je souhaiterais avoir, par exemple, toute l'information en rapport avec le plan de désalinisation. Et là, le département peut retourner la question et dire oui, c'est un peu large comme question, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Et clarifier un peu la question et la demande. Et donc, de quelle date à quelle date? Est-ce que ça vous convient si ce sont simplement les fonctionnaires publics de haut niveau et non pas les fonctionnaires publics de bas niveau, et ainsi de suite. Donc, il y a la demande va en avant, en arrière, en avant, en arrière, pour essayer de clarifier un peu la demande, pour que ce soit aussi accessible et faisable. Parfois, il y a des questions qui sont quand même assez larges, qui demanderaient des efforts qui demanderaient des jours et des jours ou des semaines et des semaines, et qui coûteraient énormément d'argent aux contribuables pour peu de résultats pour la part de la personne qui fait la demande. Donc, c'est les deux systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système? Ben moi, je trouve que c'est très bien, parce que ça permet à quiconque d'accéder à des documents de la fonction publique. Donc, c'est plutôt bien. Après, je pense qu'il y a d'intéressant, c'est Pardonnez-moi, donc ce sont des choses qui ne sont pas en ligne sur un site internet, par exemple. C'est encore d'autres informations. Ben, ce sont par exemple les échanges email ou les lettres ou ces choses-là, en fait. Oui. Par contre, il y a aussi, il y a 2 ou 3 niveaux de protection tout de même. Il y a un niveau de protection qui s'appelle Cabinet in Confidence. Donc ça, ce sont toutes les discussions, toutes les décisions ou les non-décisions qui sont liées au gouvernement, qui ont
un statut privilégié qui s'appelle le statut de Cabinet in Confidence. Donc, ça permet de… Ou après, il y a deux autres statuts qui s'appellent, auxquels moi je suis moins exposé, qui sont légal en confidence et commercial in confidence. Donc, ça, ce sont quand il y a Et certains… le mot, vous dites legal en fait, in confidence? C'est in confidence? legal in confidence, oui. Ça veut dire que c'est là où ce sont comment dire, des avis légaux qui sont proposés et en fait, s'il y a telle question légale, en fait, les services législatifs des gouvernements peuvent dire, proposer mettre les documents en legal in confidence. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir un avis légal et on va prendre ça en compte pour prendre une décision, mais on va ou pas suivre cet avis. Voilà. D'accord, je ne connaissais pas du Donc, tout. Je connaissais pas mais du tout le statut, je pense, le statut intéressant, c'est Cabinet in Confidence, où tous les documents qui vont dans le gouvernement pour des décisions, en fait, sont labellés Cabinet in Confidence. C'est fait en sorte, c'est pour que en fait, moi, ce que j'en comprends, c'est que le gouvernement puisse prendre des décisions sans avoir la peur, en fait, d'être attaqué par la suite. Donc, tous ces documents sont protégés et ont un statut privilégié. Donc, après, je pense que s'il y a des poursuites légales et ainsi de suite, ces documents peuvent être accédés. Mais pour des recherches de base de citoyens, je ne pense pas qu'elles puissent être accédées. D'accord, mais j'imagine que sur des sujets régaliens comme la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, les affaires étrangères, là en revanche, il n'y a plus de documents de ce type-là qui soient communicables. J'imagine pas les emails du ministre des Affaires étrangères australien au niveau fédéral pouvoir être transmis à n'importe quel citoyen, ça paraît étrange. En effet, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit… D'ailleurs, au niveau… moi, donc, j'ai la nationalité française et la nationalité australienne. Et j'ai l'autorisation de travailler pour le gouvernement du Victoria et pour le département, c'est le département de l'environnement, de l'eau, de la terre et planning, et de l'urbanisme, on va dire. Mais je n'aurais pas le droit de travailler pour l'un de ces départements. Ah d'accord, à cause de la double nationalité. Donc, voilà, pour un département stratégique, pour le département de la défense, fédéral de la défense ou de ASIOS, je ne pourrais pas travailler pour ces départements. D'accord. Donc, pour revenir à ce sujet qui est vraiment au cœur du sujet de la citoyenneté, Loïc, juste avant, parlait du vote obligatoire. Donc, vous-même, vous parlez de la communication d'un certain nombre de documents qui vont jusqu'aux emails et aux courriers. Hein, ça, c'est important sur des sujets non régaliens. Est-ce que ce sont deux approches qui retiennent votre attention, que vous plébisciteriez pour ce grand débat? Oui, enfin, moi je pense que ça fonctionne bien. Et ça permet aux associations de comprendre certaines discussions, certaines décisions. Et donc, ça permet d'informer leurs décisions également. Donc, oui, c'est quelque chose que je pense que si ça n'existe pas en France, c'est quelque chose que je recommanderais. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous échanger. Et après, à la fin, à la fin de ce thème-là, on gardera 5 minutes pour faire une sorte de vote entre les personnes présentes, si toutefois on est assez nombreux pour voter. Si vous êtes assez, parce que moi je ne participerai pas au vote, pour savoir un petit peu ce qu'on remontera sur la plateforme. D'accord. D'autres sujets que vous auriez souhaité aborder sur la… Je vois qu'il y a aussi une autre personne, j'arrive à lire Mélodie, je crois. N'hésitez pas à intervenir, à demander à prendre la parole si vous le souhaitez. Donc, sur ces sujets de citoyenneté, soit dans ce que vous souhaiteriez porter, soit ce que vous avez peut-être vu aussi donc en Australie, qui vous semblerait pertinent, ou au contraire, repoussoir d'ailleurs. Ça peut être dans les deux sens.
D'autres sujets? Alors, on m'entend? Oui, oui. Ah, très bien. Donc, je voulais rejoindre l'avis d'un des intervenants à propos du vote obligatoire. Je trouve qu'ici en Australie, c'est une très très bonne initiative. Nous avons une meilleure représentation des opinions, il me semble, ici en Australie, en comparaison à la France. Ça rejoint un petit peu l'idée d'un référendum qui se dégage en ce moment en France. On a un peu cette impression qu'il y a une France à deux vitesses, alors qu'ici en Australie, quand même, les idées sont généralement bien représentées. Une autre chose que j'ai notée en vivant en Australie, c'est que en termes de budget, euh, vraiment l'État vraiment intervient sur tout ce qui est transport, surtout la police, etc. Et en fait, on arrive à une représentation de l'État qui est beaucoup plus proche des citoyens en ayant ce système d'État et ce système fédéral. Ah oui, d'accord. Il y a entre l'État et le fédéral, d'accord. Et donc vous disiez la police, c'est l'État, hein, c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, je crois. Voilà, c'est ça. La police, c'est l'État. Et donc ça veut dire que ça ne se marche pas sur les pieds, c'est-à-dire que la police, c'est que l'État, c'est pas le fédéral qui va pour certaines. Parce qu'en France, on est un peu spécialiste de ça, je pense au transport où chacune des Il entités. y a exactement, ça c'est au niveau de l'État. Donc moi je suis en Western Australia et ensuite vous avez une police fédérale, mais vraiment tout ce qui est, on va dire, police de proximité est géré par l'État. Tout ce qui est entretien des routes est géré par l'État. D'accord. Ah oui. L'éducation est gérée aussi au niveau de l'État. Ça. D'accord. Donc éducation, réseau routier. Mais vous disiez pour la police, il y a à la fois une police de proximité et une police. Voilà, quand je dis police de proximité, l'équivalent quand on parle de police de proximité en France, l'équivalent ici serait la police au niveau de l'État. Mais vous avez aussi une police fédérale qui gère des dossiers un peu plus élevés. Ah d'accord. Et du coup, la police fédérale, elle ne va pas du tout s'occuper du maintien de l'ordre dans une ville, par exemple. Ah, du tout, du tout. D'accord. Par opposition, d'accord. Je note en même temps. D'accord. Donc c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas, par exemple, s'agissant de l'éducation, ça veut dire que chaque État fait son programme à lui? Non, vous avez un programme national, hein. Cependant, les instituteurs sont gérés au niveau de l'État. D'accord. D'accord. Sur un programme national. D'accord. Et donc la meilleure représentation des opinions, est-ce que c'est que le vote obligatoire ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui vont intervenir? Je pense vraiment que c'est le vote obligatoire. Bon, après, vous avez deux parties principales. Donc, en fait, les opinions se rapportent. Vous avez bien souvent le choix entre deux parties majeures. Cependant, je pense que vraiment, chaque citoyen a un devoir de faire valoir sa voix. Et ça, c'est une idée qui est quand même très forte en Australie. C'est vraiment vu Ah, comme une dépense. Certains l'aperçoivent comme une obligation dérangeante, mais venant étant française, je vois ça que d'un point de vue positif. est-ce que c'est déjà arrivé que sur une élection, on se retrouve avec la technique du vote obligatoire avec une majorité de bulletins qui sont soit nuls, soit blancs? Pas à ma connaissance. Et est-ce que la loi prévoit quelque chose? Est-ce qu'on revote? Enfin, comment on fait dans ces cas-là? Euh, je ne saurais pas répondre à cette question. Il faudrait que je fasse quelques recherches s'il y a un recours dans ce cas-là.
mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'élection avec une majorité nulle. Parce qu'on a entendu en France des voix s'élever pour dire oui, il faudrait prendre en compte, alors c'était pas pour le vote obligatoire, c'était prendre en compte le vote blanc et s'il y a une élection, il y a une majorité de vote blanc, alors on rejoue l'élection. Et j'entends ça, mais je suis extrêmement dubitatif parce qu'une élection, ça coûte extrêmement cher à organiser. On parle de millions d'euros. Hein. Donc il faut quand même voilà, faut être sûr de son coup si on rejoue une élection. Quoi. Voilà, donc j'essaie de J'ai peut-être un élément de réponse. Oui, donc en fait, il y a deux façons de voter pour la même élection en Australie. La première façon de voter, c'est au-dessus de la ligne, on appelle ça. Et la deuxième façon de voter, c'est en dessous de la ligne. Alors, au-dessus de la ligne, en fait, on vote pour un parti. Et si ce parti, en fait, n'est pas vainqueur dans la circonscription, l'allocation des votes de ce parti se font en accordance avec les préférences du parti. Donc ça, c'est la première façon de voter. La deuxième façon de voter, c'est en dessous de la ligne. Et là, il y a toute la liste des partis présents. Donc parfois, il y en a une centaine, en fait, de partis. Et l'électeur numérote de 1, par exemple, s'il y a 111 partis, l'électeur va numéroter de 1 à 111 sa préférence. Donc, c'est-à-dire que quand on vote au-dessus de la ligne, par exemple, si on souhaite voter parti, on va dire parti A, et que le parti A ne gagne pas, mais que la préférence du parti A, c'est de donner ses votes au parti C. Donc, quand on vote parti A, les votes seront transmis au parti C. Et si le parti C ne gagne pas… Oui, on peut regarder les préférences de chaque parti. Donc, parfois, il y a des valeurs, ce sont des valeurs, des préférences, comment dire, politiques ou, comment dire ça, économiques ou… Mais parfois, ce sont aussi des stratégies politiques où tel parti va préférer donner ses voix à un autre parti pour éviter que l'autre parti gagne dans cette circonscription. Et quand on vote oui en dessous de la ligne, en fait, l'électeur a le choix de… C'est assez compliqué parce que de connaître les positions politiques de parfois une centaine de partis ou 60 partis, c'est très, très difficile. Ah, il y a beaucoup de Donc petits ça, c'est une partis, chose… Oui, il y a beaucoup de petits partis. Oui. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, la première fois que j'ai voté en Australie, quelque chose un côté positif en fait que je donne à la France pour les élections, c'est l'importance de l'identité et de l'assurance. Quand j'ai du mal à parler parce qu'il y a un peu d'écho, je vous prie de m'excuser. Mais l'importance en fait de l'identité, quand on va voter, on doit montrer sa carte d'identité, on doit signer. Souvent, il y a différents partis qui sont là pour voir que tout se passe bien. On a une signature, on a une carte électorale. Alors qu'en Australie, il n'y a pas d'isoloir. On ne peut pas s'isoler pour voter. C'est vraiment, moi, ça m'avait surpris. On n'a pas forcément besoin de montrer une carte d'identité. C'est vraiment beaucoup plus relax. Et moi, en tant que Français, la première fois que j'ai voté en Australie, ça m'a surpris. Et je pense que la méthode française au niveau de toute la sécurité et l'assurance de l'identité c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est quelque chose que je respecte au niveau des élèves. Comment ils font pour s'assurer qu'on ne va pas voter plusieurs fois ou dans plusieurs bureaux de vote ou… Je pense qu'il y a une comment dire le gouvernement a confiance en ses citoyens. Donc c'est un État assez civique, je pense, contrairement à la France. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que si certaines personnes vont voter à différents endroits, ils reçoivent une amende. Mais
en fait, moi, je me suis rendu compte quand je suis allé voter, j'aurais pu prendre le nom de mon voisin et aller voter pour lui. Bon, j'ai pas fait ça, mais ça m'avait vraiment surpris que la protection de la démocratie, en fait, n'est pas aussi valorisée et aussi valorisée qu'en France. Voilà. D'accord. Donc, Alors, il y a des listes, électorales et vous ne pouvez pas voter à plusieurs endroits. Et si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas voter si votre nom n'est pas sur la liste. Hein. Donc, effectivement. Il faut quand même donner son nom. On ne vérifie pas l'identité, mais on doit donner son nom. Oui, oui, oui. Ouais. Je pense que aussi, ce que disait l'intervenant précédent, c'est que les Australiens ont tendance à être très civiques. Donc, c'est vrai que c'est étonnant. On pourrait très bien truander. Ça serait facile, mais en fait, les gens ne le font pas. Sur les bulletins de vote aussi, pour rebondir sur ce que disait Geoff, certains bulletins de vote font pratiquement 1 mètre de long. Parce qu'en fait, c'est comme l'ancien scrutin de liste qu'on avait au municipal il y a 20 ou 30 ans. On peut panacher les listes. Soit on vote pour le parti, la partie du haut, soit on vote pour la liste. Donc, pour chaque parti, il y a le détail de la liste. Et donc, on peut cocher, je veux numéro 1, numéro 2, pas numéro 3 parce que je l'aime pas. Je prends quelqu'un numéro 3 quelque part ailleurs. Donc, ça fait en fait un vote assez compliqué, mais finalement assez démocratique parce qu'on vote pour un parti, mais aussi pour quelqu'un. Bon, alors de tout ça, de tout ce que vous avez dit et de votre expérience à la fois en France et en Australie, quelles seraient vos recommandations à tous trois sur comment avoir une démocratie qui fonctionne mieux, qui soit à la fois donc, bien représentative de ses électeurs, bien à l'écoute et qui soit efficace dans son fonctionnement et dans sa relation aux citoyens après. Ça serait quoi vos recommandations? Alors, pour ma part, ça serait le vote obligatoire, mais aussi beaucoup plus de transparence de la part des hommes politiques. Par exemple, donnez des exemples de… Alors, la possibilité d'accéder à l'information et par exemple, par rapport aux impôts, où ils vont, etc. Ici en Australie, il y a un rapport, vous recevez un rapport. Il n'y a pas de tel ça fait qu'une page, hein, mais au moins vous voyez où va votre argent, dans quel s'ils ont été majoritairement dépensés dans les transports, si ça a été vraiment pour le développement économique, pour l'urbanisation, l'éducation. Vous avez un pie chart et vous voyez vraiment où votre argent a été majoritairement. Donc, ça, vous l'avez, c'est par exemple, c'est l'État de Victoria ou du Western Australia, vous avez dit que vous étiez, qui va vous envoyer ça pour sa recette d'impôt à lui en Western Australia, c'est ça? Voilà, alors je crois même que ça se fait à un niveau au-dessus, mais enfin, je ne sais plus si c'est au niveau fédéral ou au niveau de l'État, mais je pense que c'est au niveau de l'État. Et effectivement, chaque année, vous avez ce rapport une fois que vous avez payé vos impôts. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, quand on fait sa déclaration de revenus, une fois par an ou vers le mois d'avril, par là, alors je ne sais pas maintenant comment c'est en numérique, mais enfin à l'époque où c'était en papier, on recevait avec un document qui nous expliquait à quoi étaient utilisés les impôts. Donc, c'était les grandes quantités. Donc, c'était, il y en aura tant de pourcents pour l'éducation, tant de pourcents pour l'armée, tant de pourcents pour la culture. C'était les grands chiffres. Je sais qu'il y a des mairies qui, quand elles envoient leur bulletin municipal, vont mettre dedans leur budget, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il y a celles qui font ça de façon très didactique, avec des jolis camemberts ou des choses comme ça, puis celles qui font des tableaux de chiffres qui sont… Enfin, moi, je suis fâchée avec les chiffres, donc moi, ça ne me parle pas du tout. Et je ne sais absolument pas si les départements et les régions font la même chose que nous. On a plein de niveaux. Hein. La mairie, le département, la région et le pays. Donc, on a au moins 4 niveaux. Et je ne sais pas du tout, absolument pas, si département et région en France communiquent là-dessus. Aucune idée. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de communication de la part de l'État ici en Australie comparé à la France.
avoir accès à l'information, c'est quand même beaucoup plus laborieux en France. Oui, ça c'est vrai, mais j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, la communication des documents. Ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a le droit de faire, c'est se faire communiquer des documents sur notre situation à nous. L'administration n'a pas le droit de nous opposer. Si on a eu justement un dossier, je sais pas quoi, un dépôt de permis de construire, un dossier de maladie ou je sais pas quoi, l'administration n'a pas le droit de nous opposer la transmission des documents. Mais ça, c'est assez récent, mais ça ne concerne que nous. Je ne peux pas le demander pour ma commune ou pour mon quartier. Ça, je ne peux pas en tant que simple citoyen. Alors, là, s'agissant des impôts, sur le site du Grand Débat, pour la première fois, ils ont expliqué ce que finance 1 000 € d'argent public. Mais donc, c'est un peu différent de ce qui était fait dans les camemberts qu'on présentait dans la déclaration de revenus. Mais c'est la première fois, donc il a fallu attendre maintenant pour qu'on en parle. Donc, ça, c'est important. Donc, l'accès à l'information. OK. Ce que je voulais dire, juste, c'était le vote obligatoire et aussi moins d'élections et moins de tours. Ici, il y a 3 élections, le local, l'État, le fédéral, et à chaque fois, il n'y a qu'un tour. Donc, sur une période de 5 ou 6 ans, en fait, on va voter de manière obligatoire 3 fois. Pas 10 fois facultativement sur une période de 4 ans, 5 ans comme en France. Est-ce qu'on pourrait mettre à une même date commune, par exemple, les élections régionales, départementales et communales? Oui, mais je suis d'accord avec ça, seulement s'il n'y a pas des doublons de compétences. Ici, il n'y a pas de doublons de compétences. Le terrorisme, c'est le fédéral. La police locale, c'est l'État. En France, on peut avoir une subvention par la communauté de communes, par la commune, par le département, par la région et avant par la réserve parlementaire, qui fait quelque chose qui est illisible. Oui. Donc, on ne sait jamais qui est responsable parce que c'est toujours l'autre. C'est très juste. C'est hélas très juste. Oui. Donc, avoir un système qui tende vers moins d'élections, donc il faut commencer par faire le ménage dans les compétences pour faire des silos beaucoup plus clairs. Et une fois qu'on a cette clarté sur qui est compétent sur quoi, à ce moment-là, envisager de faire moins d'élections, de les regrouper pour qu'on aille moins souvent aux urnes. Exactement. Comme ça, on sait quand on a besoin de sanctionner quelqu'un, on sait pourquoi on le sanctionne. D'accord. Et je pense pour le nombre d'élections, en fait, le fait d'avoir ce système au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne, ça aide à avoir moins d'élections. Parce que, en fait, ça peut se faire en un tour, parce que si tel ou tel parti vient second ou troisième ou quatrième et n'est pas élu, en fait, par défaut, toutes les voix de ce parti vont à leur parti de préférence, ou alors c'est fait au niveau de l'individu. Alors, je crois également que ça vient à un certain coût. Le fait je pense, si c'est informatisé, ça doit pouvoir se faire, mais disons que c'est pas une élection. Voilà, il y a 2 partis, ensuite 2 partis. Voilà, il y a un parti. Là, il y a plus de, c'est un peu plus subtil. Et tout le monde ne comprend pas forcément ce système. Et je crois que c'est ça qui permet d'avoir moins d'élections, c'est le fait que si on vote pour parti A et que le parti A ne gagne pas, on sait que les votes iront pour le parti C ou parti D. Ou, voilà. Donc, il y a plus une culture du consensus en Australie, alors. Je dirais pas je sais pas, non, je pense pas que non, je crois pas qu'il y ait une culture du consensus. C'est-à-dire que c'est juste si on est, si tel ou tel parti, par exemple un parti de chasse et pêche, ont quelques voix, ils peuvent décider de donner ces voix à ce parti. Il y a quand même quelques gros partis, essentiellement les travaillistes et les libéraux, et le parti vert qui est de plus en plus présent. Ensuite, l'extrême droite qui est aussi présent.
Mais à part ça, c'est essentiellement des petits partis. Entre les gros partis, je pense pas que ce soit qu'il y ait du consensus. Non, je pense que c'est assez. Je pense qu'il y a, ouais, non, je pense pas qu'il y ait de consensus. Mais c'est le petit parti. Si on souhaite vraiment voter pour tel ou tel parti, par exemple parti chasse et pêche, on peut voter pour ce parti et ensuite les voix iront à tel ou tel parti en fonction des préférences. Il y a des partis, il y a même un parti de la libération sexuelle. Donc c'est les petits partis en fait, ou alors les partis comme les partis verts, où là ils peuvent avoir vraiment peser un peu plus dans la balance si ne gagnent pas le siège. D'accord. Comment ils sont financés, les partis politiques? Bonne question. Parce que nous, par exemple, sur un scrutin, il faut avoir fait au moins 5% des suffrages. Alors, je ne sais plus si c'est 5% des suffrages. Ce n'est pas 5% des inscrits. Pour pouvoir avoir une participation au financement de la campagne. Oui, il y a des donateurs. Il y a des donateurs privés. Sorry. Il y a des donateurs privés. Et très souvent, c'est des grosses boîtes et tout. Donc, ouais, c'est un petit peu le défaut du régime qui est très, très libéral ici. Ça coûte rien aux citoyens parce que c'est une grosse boîte qui va payer. Et après, c'est vrai que ça limite peut-être une grosse boîte ou un pays étranger. De temps en temps, c'est ça. La Chine, comme pas de... Ah, un pays étranger pourrait financer? Ouais, certains candidats ont été financés sur des fonds étrangers d'une façon directe ou indirecte. Ah oui, ça, on essaie justement en France, on essaye de l'éviter. On peut comprendre pourquoi. Excuse-moi, Jean. Autre question par rapport à cette citoyenneté. Comment se passe, quel est le dynamisme ou pas de la vie associative en Australie? C'est comme un pays anglo-saxon. Je peux me tromper, j'ai l'image, mais vous me corrigez si je me trompe, du fait que les anglo-saxons en général, en tout cas au niveau scolaire, on encourage beaucoup les élèves à s'engager dans des associations. Comment ça se passe après? Je vous pose la question parce qu'en France, on a à peu près 16 millions de Français qui sont bénévoles dans une association. Et le monde associatif génère à peu près 1,5 million, 1,8 million d'emplois directs. Donc des gens qui ne sont pas bénévoles, qui sont salariés d'associations. Qu'en est-il en Australie? Alors, en Australie, de ce que je sais, il y a quand même pas mal d'associations qui ont la possibilité d'être financées en partie par le gouvernement, par un système de grants. Et effectivement, un des plus gros exemples que j'ai en tête, c'est RAC, qui sont, et HBF, pardon, un des plus gros exemples. Et en fait, c'est une assurance maladie qui sont à but non lucratif, hein, et qui sont très, très gros en Australie et emploient énormément de personnes. Qu'est-ce que c'est RAC? Alors, c'est assurance automobile, mais je pense pas qu'ils ont enfin, ils sont pas complètement à but non lucratif. Hein. Et seulement une partie du groupe est non lucratif, alors que HBF est totalement non lucratif. Et HBF, c'est quoi? C'est assurance maladie, hein, mutuelle. C'est une mutuelle. D'accord, c'est une mutuelle. D'accord, donc ça fonctionne aussi avec des bénévoles? Pardon? Oui. Je vous ai pas très bien entendu. Ça fonctionne aussi avec des bénévoles, c'était la question. D'accord. Oui, Donc, il fonctionne aussi avec des bénévoles. Non. Il y a des bénévoles qui travaillent pour la mutuelle. Non. Alors, quand je dis bénévole, c'est dans l'organisation des événements. D'accord. Donc, une mutuelle, c'est à la fois, c'est intermédiaire entre une structure financée par l'État, une mutuelle publique finalement, et une association. Ça sera entre les deux.
Alors, c'est pas quand je dis financé par l'État, c'est parce que ils ont des subventions de l'État. Donc, ils remplissent des dossiers et ils obtiennent ces subventions de l'État. Mais je dirais pas que l'État a vraiment un rôle à jouer dans les décisions d'HBF, par Il n'y a pas exemple. de contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle de l'État. Il n'y a pas un cahier des charges qui doit être respecté. Alors ça va dans le dossier d'application pour obtenir les subventions. Donc, il y a quelques critères. Je ne connais pas le détail des critères, hein, mais il y a des critères à respecter. Mais cependant, les décisions, il y a pas il y a vraiment pas de contrôle de l'État, direct en Et tout cas. sur le plan juridique, c'est une structure associative. Oui. D'accord. Et d'accord. Ça, c'était. J'ai vu circuler des avis disant qu'en France, ce serait bien que l'État français crée une mutuelle publique, justement. Ça fait partie des propositions que j'ai vues circuler ces dernières semaines. D'accord. Et si on prend le monde purement associatif, je veux dire n'importe quoi, le collectionneur de papillons, je sais pas quoi, une aide aux personnes en difficulté, la lutte contre les discriminations, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup des associations comme ça? C'est quelque chose qui est très présent en Australie? Il y a un certain nombre d'associations, ça c'est sûr. Après, si on parle de financement, donc en fait, il y a des financements qui peuvent se faire au niveau de la ville, qui peuvent se faire par le biais de grosses entreprises, un système de grands. Donc effectivement, dans le milieu enfin, pour les jeunes, il y a quand même pas mal d'associations pour aider les personnes en difficulté aussi, avec des handicaps. Il y a pas mal d'associations. Mais vous donner un chiffre exact, je ne saurais pas dire. D'accord. Et, D'accord. Juste, bonjour, c'est Sébastien Valérie du Conseil consulaire pour Oui. l'Australie. Bonjour à tous. Oui, sur l'Australie, il y a effectivement beaucoup d'associations d'entraide. Après, il y a très souvent pas nécessairement beaucoup de financement public, à ma connaissance. Et faut être vigilant. D'accord. Et l'Australien, le citoyen australien classique, est-ce qu'il est très engagé dans les associations? Est-ce qu'ils ont tendance à être dans beaucoup d'associations ou c'est quelques Australiens qui sont intéressés par le monde associatif? Non, il y a quand même, une nouvelle fois, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même l'engagement associatif est très fort. Comme tu as pu le constater il y a quelques jours, il y a peu d'aide de couverture sociale, mais il y a néanmoins un vrai engagement sociétal et culturel dans la société pour aider via un engagement de mateship et un engagement personnel dans beaucoup d'associations. Okay. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le secteur, le not for profit, on appelle ça le not for profit, c'est un secteur qui est très important et il remplace un petit peu le secteur social qu'on peut avoir en France. Et alors, on le retrouve dans le domaine de la santé, on le retrouve aussi dans le domaine de la retraite, superannuation de fonds. Donc, il a tendance à gérer des fonds très importants. Il y a aussi les associations classiques comme Rotary. Moi, j'étais trésorier du district l'année dernière, du district dans lequel je suis. Et par exemple, on a un dîner sur lequel on peut lever $1 million, juste sur le district. Ah oui. Un dîner, $1 million. $1 million australien, c'est-à-dire 800 000 dollars américains. Donc, c'est énorme pour des projets. Les Australiens sont généreux. Donc, oui, c'est le non-for-profit. Et c'est vrai que ouais, ça compense l'absence d'un système social qu'on peut avoir en France ou en Europe. Donc les gens sont plutôt généreux. Je dirais ça. Les gens sont plutôt généreux. Et en fait, il y a une déduction fiscale qui est très intéressante aussi. Ah, c'est quoi, parce que si on est dans les tranches élevées d'impôts,
on supprime quasiment 45 ou 48% de son impôt sur la partie qu'on donne. Donc, vous donnez, vous déduisez ça de votre revenu imposable. Et donc, si vous gagnez $100 000, vous êtes imposé sur $100 000, et si vous donnez $2 000, vous serez imposé sur $98 000. Donc, ça vous coûte $2 000 moins l'impôt que vous auriez dû payer sur les $2 000, ce qui peut être $1 000 ou $900. Donc, le montant versé à l'association est déduit de l'assiette. Voilà, exactement. Oui. Donc, déduit de l'impôt. Et c'est 100% du montant versé. Oh, je ne sais plus, c'est peut-être 5% des revenus. Mais c'est très conséquent et en fait, il y a beaucoup de gens qui donnent. Et les assos sont très importantes. Le non-for-profit est très, très important. Dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est le système social local. À toi, et c'est vrai. Sébastien. Non, mais tout à fait. Et juste pour préciser, Anne, c'est effectivement, ça s'applique à titre individuel et aussi pour les entreprises. Donc, tous les dons à des charities sont déductibles à ton taux. Donc, dès que tu passes $2, tu peux avoir une économie d'impôt à ton taux marginal d'imposition. Donc, comme le disait Loïc, ça va très, très vite. Et c'est pour ça que tu peux monter dans des événements de fundraising à des sommes parfois, avec nos yeux français, qui sont astronomiques. Alors, tous les fundraising ne sont pas $750 000, soyons clairs, hein, mais ça arrive. Mais après, cet individu, il y a aussi des entreprises qui bénéficient de tax deduction. C'est à la fois ce principe de 100% du montant versé qui est déduit de l'assiette fiscale, c'est vrai tant pour le particulier ou à peu près 100% que pour l'entreprise. Oui. Ouais. Ouais, donc ça, Ce que j'aime bien dans ce système, c'est que ça donne l'occasion aux contribuables de choisir ce qu'il va financer. Ah oui. Ah oui, je comprends. Ça, je note, oui. Oui, d'accord. D'accord, je comprends. Alors, je sais qu'à Singapour, quand c'est des non-for-profit et qui ont un statut de charity, c'est 200% du montant versé qui est déduit de l'assiette. C'est énorme. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu de plafond dans la loi fiscale en plus. C'est vraiment considérable. D'accord. On peut juste une petite anecdote, mais on peut aussi sponsoriser des routes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on se balade en régional, par exemple en New South Wales, on a des panneaux, je ne sais pas comment ça se passe, mais sponsoriser cette route, par exemple, voilà, qui a besoin d'être refaite ou je ne sais pas quoi, aménagée. Il y a un système qui existe aussi, donc on peut sponsoriser aussi des choses un peu différentes de ce qu'on fait habituellement. Ah oui, donc c'est vraiment une façon de flécher en fait quelque part son impôt. Est-ce que ça existe pour des écoles sponsorisées par Monsieur Machin Ouais. Ça existe pour les universités aussi. Ça va exister aussi. Notamment, ça aide. Ouais, il y a des contraintes, bien sûr, réglementaires et de compliance avec l'autorité fiscale. Mais c'est quelque chose que les écoles australiennes mettent en place, notamment dans le cadre de projets immobiliers pour les écoles privées, souvent, pour développer des projets immobiliers. Et c'est, par exemple, une des pistes qui est considérée dans certaines écoles, au lycée Condorcet, par exemple, à Sydney, même si on l'a pas mis encore en place. Mais c'est quelque chose, une nouvelle fois, c'est un levier très puissant de réduction fiscale, parce que tu es vraiment aux taux marginaux qui sont extrêmement élevés en Australie, parce que le taux, comme le disait Loïc, le taux marginal pour un individu de la tranche haute est de 49%. Hein. Donc tu maximises, tu ne fais pas que pour l'économie d'impôt, mais l'économie d'impôt est substantielle. D'accord. Bon, ben là, j'ai noté donc plusieurs choses. Hein,
sur la démocratie citoyenneté, le vote obligatoire, beaucoup plus de transparence, moins d'élections à condition qu'on ait moins de doublons de compétences, et la notion dans le monde associatif, les avantages fiscaux qui fait qu'il y a pas mal de personnes du coup qui s'intéressent au monde associatif et ça permet également, deuxième avantage, de flécher ceux qu'on a envie de financer. Donc, très bien. Dans le deuxième sujet, Adrien, c'était quoi le deuxième sujet qui avait été plébiscité? Mais vous trois, vous avez peut-être d'autres préférences. C'était fiscalité et dépenses publiques. Donc, est-ce que Loïc, Geoffroy, Mélodie et Sébastien, est-ce que c'est un sujet qui retient votre attention? Vous préfériez un autre sujet? Non, c'est un sujet qui a attiré mon attention également. Moi aussi, mais j'ai un autre sujet aussi. Alors, Loïc, vous étiez là au tout début, je vous donne la priorité. Allez-y, dites-moi. Ah, ok. Non, j'avais un autre sujet pour des gens comme moi qui ont décidé de changer de vie au milieu de leur vie professionnelle. Qui ont cotisé, moi j'ai cotisé 23 ou 25 ans aux caisses de retraite françaises. Et puis, je vais avoir une vingtaine ou 25 ans, donc l'autre moitié de ma vie professionnelle sur un fonds, comment on dit, superannuation, un fonds de retraite privé. Il semblerait que puisque je n'ai pas cotisé les 40 ans ou les 42 ans à la retraite française, je ne sois pas éligible aux cotisations, aux bénéfices des cotisations que j'ai versées parce qu'il faut avoir cotisé 42 ans. Moi, je trouve qu'un système par points qui me donnerait la moitié de ce que quelqu'un aurait parce que j'ai cotisé la moitié du temps me semblerait quelque chose de raisonnable et de normal au regard de ce que j'ai cotisé. Voilà, c'était juste ma petite question à moi que je voulais Alors, mettre. c'est en route. C'est en route et ça sera mis en route. Oui, je sais que c'est en route, mais je pense Alors, que c'est très important pour tous les expats, surtout si on veut que les expats reviennent en France et fassent bénéficier de la France, de l'expérience qu'ils ont pu y acquérir. Il faut permettre cette fluidité oui. des Alors ressources. justement, effectivement, parce que moi je suis ambassadeur à la réforme du système de retraite, donc j'ai été formée là-dessus et effectivement c'est un énorme avantage pour nous à l'étranger parce que du coup les périodes d'interruption d'activité, en fait d'une façon générale, pas seulement quand on va à l'étranger, mais toute situation qui nous oblige à interrompre notre activité n'est pas pénalisante parce qu'on n'a pas une histoire de durée de cotisation, on est uniquement lié au montant cotisé. Donc ça change vraiment les choses. Il y a simplement des points d'ajustement qui ne sont pas encore définis, qui est de savoir les points d'interruption contraints de type arrêt maladie, chômage et maternité. Est-ce que ça, il y aura un équivalent de points versés ou pas? C'est actuellement en réflexion. On n'est même pas au point de la négociation, on est juste au point de la réflexion. Et cette semaine, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, reçoit un certain nombre de partenaires sociaux, justement, pour aborder, entre autres, ce point-là. C'est déjà en place dans le système Agirc-Arrco, et tout ça sera mis en place avec un âge de retraite qui, lui, sera maintenu à 62 ans. Mais Agirc-Arrco a mis en place un système depuis le 1er janvier un peu différent, donc des systèmes de retraite complémentaires, qui font que si on part à 62 ans, on a une décote de son montant de 10%, mais si on accepte de travailler jusqu'à 63, on a une surcote de 10% pendant une période limitée de 2 ou 4 ans, je ne sais plus. Si on part à 64 ans, on a plus 15%, et 65 ans, ça doit être plus 20%. Voilà, pour encourager à partir un petit peu plus tard, parce qu'on a quand même un allongement de la vie, de la durée de la vie, et qui font que, voilà, actuellement, on se retrouve avec des personnes qui vont bientôt être plus longtemps en retraite dans leur vie qu'elles ne seront en activité. Donc, il faut aussi tenir compte de l'espérance de vie et de la durée de vie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans les tuyaux et ça va être fait. Et a priori, ça sera fait pour tous les systèmes de retraite, toutes les caisses de retraite, pas que pour quelques-unes. Je ne suis pas une grande spécialiste de la retraite, Loïc, mais il me semblait que Sébastien pourrait me répondre. Sébastien, il n'y a pas une convention de coordination retraite entre la France et l'Australie? Non. Non, okay. C'est vraiment un sujet sur lequel on n'est pas très en avance. C'est pas un sujet facile parce que comme le disait Loïc, on est en pure capitalisation ici.
Donc c'est très compliqué. Moi, je sais que c'est un des sujets qu'on avait mis sur la table à plusieurs reprises. Les Australiens ne sont pas très très chauds, mais si je garde, j'espère, je garde en tête que c'est vraiment une bataille à mener, mais on n'aura pas d'accord très ambitieux à mon avis entre l'Australie et la France sur le sujet, mais je sais que c'est un sujet qui traîne dans les bureaux des ambassades, tant françaises qu'Australie, et régulièrement, mais c'est un dossier qui est compliqué. C'est la direction de la sécurité sociale qui sont en train de voir ça. Mais c'est étonnant parce que, par exemple, avec les États-Unis, on a réussi à avoir une convention de coordination. On en a une. Et qui fait que toute période travaillée aux États-Unis est prise en compte dans les trimestres. Ouais, c'est pour ça que bon, on a, il y a des sujets sur lesquels on avance plus que d'autres. Celui-là, moi, à titre personnel, je continue de le considérer comme un sujet important parce que comme le dit Loïc là, c'est un vrai sujet. C'est clairement un sujet très très compliqué, mais il n'est pas. Je crois que c'est le sénateur Caddy qui en avait mis une couche il y a 2 ans auprès de l'ambassade d'Australie en France. Moi, c'est clairement des sujets que j'ai toujours dans mon radar, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, au moins pour montrer la direction. Je sais, mais c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple. Je vais rencontrer dans les semaines qui viennent la direction de la sécurité sociale, et c'est un sujet que je pourrais aborder parce que c'est eux qui négocient. C'est directement la direction de la sécurité sociale qui négocie avec son homologue australien de l'autre côté. Donc, ça passe même pas par les ambassades, du tout. Hein. On peut toujours, effectivement, sur le plan diplomatique, mais leur rappeler quelques signaux forts, mais c'est pas eux qui négocient. Après, je pense que toutes les occasions de remonter à la charge sont bonnes parce que c'est un vrai sujet et comme je le disais quand tu étais là, la question se posera de plus en plus puisque notre communauté qui a beaucoup grandi est amenée à avoir de plus en plus de gens qui souhaitent prendre leur retraite ou bénéficier de retraites multiples et complexes entre les deux pays. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Très bien, je vois qu'il y a… Ok, merci beaucoup pour ces éclairages. Juste la retraite par points, ça résout le problème. Voilà, oui. Merci. Absolument, ça on en est bien conscient. Donc, mais ça va aboutir à la retraite par points. Vraiment, je vois l'avancée des discussions. En plus, il faut savoir que la retraite par points, cette réforme en cours, c'est vraiment un truc qui a été préparé depuis le départ, qui est discuté. Il y a eu des panels de citoyens qui ont été interrogés, des milliers de citoyens. On est passé par groupe de dizaines, centaines, milliers pour vraiment avoir l'avis de tout le monde. Ensuite, on est passé par c'est le commissaire qui fait ça, par les différents représentants des caisses de retraite, des différents corps de métier, des différentes filières. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été construit pas à pas. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un plutôt bon système. Ensuite, il y a des avantages que les uns ou les autres peuvent avoir et qu'ils ont peur de perdre. Donc, il faut essayer de trouver, parce que ça mettrait tout le monde au même niveau, privé-public. Donc évidemment, il y a des avantages qu'on a dans le public qu'on n'a pas dans le privé et vice-versa. Hein, ce n'est pas juste sur le même sujet. Donc évidemment, chacun, on est en France, a envie de conserver ses petites prérogatives. Donc les négociations vont bon train, mais je ne sais pas si elle sera sur la table en 2019, c'est le souhait en tout cas, mais c'est un beau projet qui sera vraiment pas descendu abruptement de façon verticale, mais vraiment construit avec tous les acteurs. Je crois qu'il y a Fabien qui nous a rejoint également. Fabien, je ne me trompe pas sur oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, absolument. Okay. Donc, Fabien, est-ce qu'on a abordé, on vient de couvrir le sujet sur de la citoyenneté, démocratie et citoyenneté. On pensait enchaîner maintenant sur le sujet de la fiscalité. Est-ce que il y avait des sujets particuliers qui vous tenaient à cœur? À vrai dire, je viens de rentrer chez moi. La fiscalité, ouais, ça m'intéresse en fait. Il y avait une question que je voulais poser. Moi, je m'intéresse aux affaires françaises un peu de loin. Ça fait ma situation personnelle, ça fait 20 ans que je suis en Australie. Allô? Vous m'entendez? C'est Fabien là, qui parle. C'est ça là. Vous m'entendez? Est-ce que j'ai un peu d'écho là? Oui. Allô? Oui, on vous entend.
Ah, ok, parfait. J'avais un peu d'écho, pardon. Donc, je disais, ma situation personnelle, j'habite en Australie depuis 20 ans. Donc, je vois la France d'un peu loin. Je suis les actualités de loin également. Bien que je suis assez régulièrement, en fait, je regarde beaucoup de streaming au niveau de ce qui se passe en France, etc. Il y a une question qui m'intéresse actuellement, et je crois qu'elle avait été posée par la ministre qui était venue à Auburn South, à Melbourne, lors du grand débat. Going to the movie. I'm going to the movie. J'aimerais bien comprendre comment l'Europe, et je pense que c'est au niveau de l'Europe que ça se passe, comment l'Europe va taxer ou prévoit de taxer les GAFA, en fait. J'ai aussi en fait, je suis aussi chef d'entreprise ici en Australie. Et ce qui m'a toujours un peu ennuyeux, d'après ce que j'entends au niveau de ce que font beaucoup de sociétés internationales, c'est le fait que ces sociétés arrivent en faisant ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, mais ce qui peut, à mon avis, aussi se mélanger à l'évasion fiscale. C'est comment elles se soustraient en fait à leurs obligations fiscales en passant par l'Irlande, la Hollande et les gens de setup en fait, hein. Et je voudrais savoir qu'est-ce que va faire l'Europe à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas très clair en fait au niveau Alors, fiscal que vous prévoyez. voilà les éléments de réponse que je peux apporter. Ces sociétés, en fait, ont des consolidations de chiffre d'affaires de bénéfices plutôt, qu'elles consolident en fait par des jeux de transactions, de transfert de fonds dans effectivement des pays à fiscalité plus avantageuse. On n'a donc pas encore une harmonisation fiscale, loin s'en faut, en termes d'impôt sur les sociétés en Europe. Là, c'est d'ailleurs pour ça que l'impôt sur les sociétés, entre autres, c'est l'une des raisons, ça n'est pas la seule, pour laquelle l'impôt sur les sociétés en France doit baisser. Il était à 33% et l'objectif, c'est de le ramener à au moins le ramener à la moyenne européenne, qui, je crois, est de l'ordre de 28%, me semble-t-il, avec évidemment des grandes disparités. Le projet qui est prévu pour le moment, c'est d'avoir parce que ce qu'on peut connaître en revanche, c'est le chiffre d'affaires de ces GAFA sur un pays, notamment sur la France. Donc, ce qui est prévu, c'est de taxer le chiffre d'affaires. Ensuite, la difficulté, c'est qu'au niveau européen, il n'y a pas de consensus. L'Allemagne n'est pas du tout favorable à ça. L'Allemagne, pour le moment, ne veut pas en entendre parler, de taxer même le chiffre d'affaires de ces sociétés-là. Donc, évidemment, elle, c'est un État qui voit les choses différemment. Alors ensuite, il faut savoir que le projet qui est en cours, en revanche, ne concernera que des chiffres d'affaires suffisamment importants de façon à ne pas toucher nos startups, nos jeunes pousses. Il y a en gros une seule licorne française qui serait possiblement touchée par cette taxation, dont j'ai oublié le nom en ce moment. Il m'avait été donné, bon, je l'ai oublié. Et voilà, donc en revanche, les autres sociétés françaises, les autres sociétés du numérique, parce qu'il s'agit des sociétés du numérique, ne seraient pas impactées sauf une. Voilà, le projet a été ficelé de façon suffisamment équilibrée. Voilà, on en est là, mais il est évident que tant qu'on n'aura pas d'harmonisation européenne sur le sujet, on va voir ce que ça va donner. Je ne crois pas que des gens comme Amazon ou Google, Amazon qui a des entrepôts en France, Amazon ne peut pas quitter la France. C'est un marché trop important pour eux. Google, ça paraît aussi invraisemblable. Mais il faut faire attention à ne pas fragiliser la présence de ces gens du numérique dont on a quand même besoin, voilà, et que ça ne les incite pas à faire encore plus d'optimisation fiscale non plus. Voilà. Mais s'ils payent quasiment pas d'impôts, quelle est leur contribution Ah bah pour le moment, très peu. Ils payent leur montant en impôts extrêmement faible. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de taxer le chiffre d'affaires. Un pourcentage du chiffre d'affaires et non pas du bénéfice. Vous savez que le bénéfice, il est arrangé pour qu'il soit le plus petit possible et qu'il y ait le moins d'impôts possible. Ok, je comprends. Et comment au niveau européen, d'après ce que je comprends, au niveau européen, c'est à l'unanimité qu'on prend ces genres de décisions. Donc, si l'Allemagne dit non, il n'y a rien qui se passe, c'est ça? Ben voilà. Donc, voilà. Ouais,
C'est efficace comme… Et c'est pour ça que j'avais discuté avec la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui m'avait dit il est temps de mettre en place un système en Europe. Je ne crois pas que ça a été encore proposé de façon forte, mais un système dans lequel il y a un noyau d'un beaucoup moins grand nombre de pays et qui évite le veto de tel ou tel pays à l'autre bout de l'Europe et qui fait tout capoter. Parce que c'est sûr que se mettre d'accord à 27, maintenant ça sera 27, ça reste toujours plus compliqué que de se mettre d'accord à 5 ou 6. Hein. Vous arrivez à faire quoi, des choses là s'il faut 28 nations qui se mettent d'accord sur n'importe quelle situation? Alors, oui, il y a toujours une oui, il y en a. Il y a des Ouais. choses sur lesquelles on se met d'accord. Il y en a tout le temps. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% à peu près de la législation française découle en fait de directives européennes. Donc, directives qui sont prises à l'unanimité ou à la majorité quand ce sont des directives parlementaires. Tout dépend si elles viennent de la Commission ou du Parlement. Mais voilà, en Commission, c'est à l'unanimité. Au Parlement, c'est à la majorité. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Hein. Aujourd'hui, notre vie quotidienne, elle est vraiment conduite par l'Europe pour des bonnes choses. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un tout petit exemple que j'avais cité dans une vidéo, qui est un effet sur la santé d'un gaz rare qui s'appelle le radon, qui est présent de façon naturelle dans un certain nombre de roches et de maisons notamment, qui est capté. Et du coup, on a des maisons qui sont extrêmement, potentiellement irradiantes. La Suisse a mis en place un système depuis très longtemps pour dépolluer, décontaminer les maisons. Et au niveau européen, il y avait une directive européenne qui était en route, l'Europe s'est emparée du sujet, tous les pays sont d'accord. Et il y en avait un qui était récalcitrant, c'est le petit village gaulois, c'est la France, qui ne faisait pas ce qu'il fallait et qui a fini par se faire rappeler à l'ordre et qui en 2014 a fini par obtempérer et avec une mise en application là en 2018. Donc là, si on n'avait pas eu l'Europe et l'unanimité de l'Europe derrière, on continuait à polluer nos maisons et à contaminer des citoyens. Donc l'Europe a quand même des leviers d'action possibles et efficaces, mais on en passe par effectivement une majorité au Parlement ou une unanimité en commission. Donc ça reste un mécanisme qui a fait de belles choses, mais qui est lourd, et on comprend pourquoi tout ça est lent, pourquoi ça n'avance pas. Et au niveau fiscal, il n'y a aucune harmonisation envisageable. Moi, au plan fiscal, j'avais aussi demandé qu'on arrête de parler de non-résident fiscal dès qu'on passe la frontière française. Pour moi, l'Europe n'est plus un sujet de… Je suis un peu loin, je suis un peu disruptive, de frontières, et donc je considère que le non-résident fiscal doit être celui qui est hors Union européenne. Et qu'en Union européenne, on doit être considéré comme un résident fiscal. Pour moi, ça serait la première étape d'une grande réforme fiscale au niveau français, et on pourrait être les premiers, les leaders sur le sujet. Et du coup, tout citoyen en Europe serait imposé certes selon sa résidence dans le pays où il habite, peu importe, la notion de non-résident n'interviendrait plus, et si on a des revenus en France en habitant en Allemagne, eh bien, on serait imposé comme le résident fiscal français, et non pas comme un non-résident fiscal. Voilà, donc ça serait une première étape qui apporterait, je pense, plus d'harmonie, de cohérence au niveau européen, et permettrait de mieux comprendre ce que c'est qu'un non-résident fiscal. Considérer quelqu'un comme non-résident, quelqu'un qui habite à Heidelberg en Allemagne alors qu'il travaille à Strasbourg, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Franchement, c'est comme si on avait des fiscalités, ce qui existe au niveau local entre la Creuse et la Corrèze. Mais bon. Moi, c'est Geoffrey. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, J'ai oui. changé je suis dans les transports en commun, donc je vous prie de m'excuser si vous ne m'entendez pas bien. Moi, à ce niveau-là, en fait, j'ai bénéficié des impôts des gens, en fait, pour faire mes études à l'université en France. Et j'ai obtenu une licence et un master's degree. Et aujourd'hui, en fait, j'utilise ces connaissances que j'ai acquises pour travailler dans un pays en Australie. Et je pense que, je recevrais de façon positive un système qui me permettrait de contribuer sous forme de taxes, ou enfin, je ne sais pas comment, mais à supporter aussi l'éducation française, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont partis, qui ont bénéficié en fait du système éducatif français hors pair, et qui aujourd'hui travaillent à l'étranger, à Singapour, à Hong Kong. Et je pense que rendre
parce que ce qu'on nous a donné, en fait, c'est important. Ce serait un peu... Est-ce que d'autres d'entre vous ont une opinion sur le sujet, l'idée d'un impôt un peu universel lié à la nationalité? Est-ce qu'on a reçu en France? Non, je voulais juste, excusez-moi, je vais juste revenir sur le sujet d'avant, sur l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'une façon de sortir de ce dilemme avec les GAFA, c'est d'avoir un taux unique européen et que cette ressource de l'impôt sur les sociétés soit la ressource de l'Union européenne. Ça éviterait la concurrence entre les pays et permettrait une coopération. Ça, c'est juste ma petite contribution au débat d'avant. Oui. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas de ressources propres. Il n'y a pas de ressources propres de l'Union européenne. Donc, le fait que les sociétés, parce que nos sociétés européennes, elles ont la taille de l'Europe, grosso modo. Donc, le bon interlocuteur pour elles, c'est pas la France, c'est l'Europe. Et donc, elles contribuent au travers de l'impôt sur les sociétés. Comme ça, on évite toute la concurrence, c'est juste la coopération. Ça arrive en Irlande, c'est pas grave, ça part au Portugal ou en France ou en Pologne ou en Allemagne. C'est pas grave. C'est juste ma petite contribution. Merci. Ça, je trouve ça une bonne idée. J'en ai plein d'autres. Je les garde pas. Non, je rigole. C'est ça qu'on fait tous ces À titre personnel, c'est vrai que ça peut paraître une belle idée, mais ça veut dire, c'est ce que disait Anne, ça veut dire quand même une coordination et politique pour mettre en œuvre des politiques fiscales européennes. Et on en est à des années-lumière, à mon avis. Il faut être réaliste aussi. Mais là parce que si on donne plus à certains, ça veut dire que d'autres qui auront moins. Oui, mais là, ce que dit Loïc, ce qui est assez intéressant, c'est que l'idée, c'est d'avoir un taux unique uniquement pour les sociétés du numérique. Oui, non, mais bien sûr, mais je pense que la collecte soit reversée à l'Europe. Pas contre l'idée, mais il faut juste, va falloir convaincre l'Irlande et un certain nombre d'autres États. Et c'est pour ça que la France, sur l'impôt des GAFA, est... Ah, ça a coupé. Ouais, j'ai l'impression que ça a coupé. Je comprends qu'on peut avoir du mal à mettre tout le monde d'accord, mais l'idée surtout du fléchage qui fait que les recettes, au lieu d'aller dans l'État en question, seraient reversées à l'Europe pour qu'il y ait donc une contribution directe, puisque sinon l'Europe n'a pas de recettes propres, ce sont que les contributions des États. C'est le mécanisme là qui paraît assez innovant et que moi je trouve assez intéressant. Un impôt de coopération. Pour revenir à l'impôt dont parlait Fabien tout à l'heure, je ne me trompe pas Fabien, c'est un peu une sorte d'impôt universel, c'est ça? C'est Geoffroy. Ah, pardon. Je crois que c'était l'impôt par rapport aux études, c'est ça? Ah, c'était Geoffroy, pardon. C'était Geoffroy, oui. Oui, c'était Geoffroy. Oui, en fait, simplement, moi, je pars du constat que moi-même et pas mal d'amis à moi de la France ont bénéficié des études françaises qui coûtent de l'argent et ne contribuent pas d'impôts. Et ne serait-ce que pour les études, je pense que contribuer et jusqu'à un certain plafond, pas forcément ad vitam aeternam, mais contribuer et repayer ce qu'on a coûté à l'État, je pense que c'est civique. Enfin voilà, c'est juste une. Je pense qu'il y a d'autres lors des élections présidentielles, d'autres partis qui parlent de ça, et moi je trouve que c'était une bonne idée parce que c'est vrai qu'on peut bénéficier de la France, on quitte la France et on ne rend pas. Enfin, l'idée c'est que ça aille dans les deux sens, c'est qu'on bénéficie quand on a besoin d'aide des ressources françaises et que lorsque ça va bien, on peut contribuer également. Quelque chose à explorer. Alors par rapport à ça, je vais me permettre d'avoir de présenter l'analyse que j'en fais.
D'abord, on a également des étudiants étrangers qui font leurs études en France et qui repartent après. Est-ce qu'il faut que ce soit lié aux études qu'on a pu faire en France ou à la nationalité? Deuxième remarque, on a aujourd'hui des Français, je crois que vous en avez en Australie, qui vont être élevés. J'ai rencontré d'ailleurs à Melbourne un serveur qui s'intéressait, qui comprenait qu'on était français. Il ne parlait pas un mot de français, mais il le comprenait très bien. Et en fait, il nous a dit qu'il était franco-australien. Ses deux parents étaient français, entièrement élevé en Australie. Donc, il a un passeport français, mais il n'a jamais mis les pieds en France, il n'a jamais fait d'études en France. Donc, si on avait un impôt lié à la nationalité, quelque part, ça le pénaliserait lui, parce que lui n'a encore rien obtenu de la France. Et la troisième chose, c'est que moi, il me semble, à force de vivre depuis si longtemps à l'étranger et de rencontrer plein de communautés, qu'en fait, vous-même, nous avons je ne veux pas être présomptueuse, mais je pense que nous avons chacun d'entre nous une valeur. On fait quelque part résonner le mot France dans l'oreille des gens qui sont, avec lesquels on vit, dans l'environnement dans lequel on est à l'étranger. Et ça a beaucoup de poids parce que du coup, le mot France, il existe, il est véhiculé, les gens le connaissent. Et je trouve que ça a une valeur qui est extraordinaire et ça fait partie pour moi, nous sommes tous chacun une pièce du puzzle qui s'appelle influence de la France dans le monde. Donc, la France nous a donné finalement avec son éducation les outils qui nous permettent d'évoluer dans un contexte différent à l'étranger et d'apporter notre pierre à l'édifice de ce qu'est l'influence de la France dans le monde. Et cette influence, elle est fondamentale parce que si on prend beaucoup de hauteur, eh bien, c'est cette influence qui nous permet de peser dans des négociations internationales, d'être présent toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, de peser dans différentes structures de type UNESCO, OMS, OMC, etc. Donc, je me dis qu'on ne se rend pas compte finalement, mais je pense que vous apportez beaucoup plus à la France que vous ne l'imaginez à travers ce que vous l'avez dit. Moi, je crois beaucoup à ce que chacun d'entre vous apporter au pays et c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, mais c'est justement de l'impondérable et de l'immesurable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je crois que l'actuel gouvernement aussi. Quand vous avez été élu en 2017, je travaillais au cabinet du premier, qui est le premier ministre de l'État de New South Wales à l'époque. Et en fait, les gens étaient très fiers de dire Francis back. Je veux dire, ma chef à moi, elle était anglaise, mariée avec un Australien. Elle avait fait son MBA à HEC. Elle avait travaillé longtemps en France et en Espagne pour un des grands groupes de consulting. Et autour d'elle, tous les gens étaient vraiment très, très fiers de voir qu'on avait élu un banquier d'affaires. Ça passait peut-être pas très bien en France, mais pour des gens qui ont travaillé dans la City, c'est vrai que c'était très positif de voir que la France était… Et je crois que je suis assez d'accord avec vous. On peut être fier de ce qu'on apporte ici, mais on pourrait être très fier aussi de ce qu'on pourrait apporter aussi si le retour en France à un moment ou un autre dans notre carrière pouvait être possible. Et je vais dire, pour quelqu'un comme moi qui va avoir 54 ans, trouver du boulot, ça m'a été assez facile de trouver du boulot à 45 ou à 50 ans en Australie. Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas en France. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, en fait… allez-y. Oui, je ferai, oui. Ah, d'accord, j'y vais. Moi, en fait, ce raisonnement, il vient du fait que dans l'État du Victoria, en fait, je pense à rien, mais pour tout ce qui est études universitaires, il y a un système de prêts étudiants et on rembourse ce prêt étudiant. Parfois, ce sont des sommes assez importantes. Et on ne rembourse ce prêt étudiant que lorsqu'on a un salaire supérieur à autant. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de boulot ou si on a des problèmes de travail, on ne rembourse pas ce prêt étudiant. À partir du moment où on gagne un tel salaire, on commence à rembourser avant sur le salaire. Le prêt est payé sur le salaire brut. Donc les étudiants ne voient même pas que ce prêt est remboursé. Donc, en fait, je pense à ça. Qu'est-ce qui fait le prêt étudiant?
Il y a un système qui s'appelle HECS, H-I-C-S. Donc, moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un système HECS. C'est un système un peu universel qui permet d'obtenir un prêt étudiant. Mais en fait, quand les étudiants font leurs études, ça apporte aussi une valeur à leurs études, c'est-à-dire que ils choisissent scrupuleusement ce qu'ils souhaitent étudier. Il y a moins de chances pour que les étudiants quittent la fac. Et moi, je parle de ça parce que je parle de mon expérience à la fac où, après le lycée, finalement, peut-être ça a changé aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'habite en Australie, mais il y avait des amphithéâtres énormes. Et l'année suivante, il y avait la moitié des amphithéâtres, les gens avaient décidé de faire autre chose. Et l'année suivante, encore la moitié. Donc, il y a quand même un coût assez important pour l'État qui n'est pas supporté par les étudiants. Et en tant qu'étudiant, aussi le fait de payer, de savoir que, bon, certes, c'est un prêt étudiant à taux zéro et qui sera remboursé sous certaines conditions, mais ça permet de se rendre compte du coût des études. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, je suis d'accord qu'il y a énormément de Français qui apportent énormément à la France en vivant à l'étranger, mais moi j'ai aussi vu il y a aussi des exemples malheureusement, et je crois il y a 5 ou 6 ans, l'ambassadeur avait dû faire une déclaration à tous les Français établis hors de France. Il y a aussi des Français qui portent préjudice à la France par leurs actions non civiques et un exemple bête, c'est qu'à Perth, il y a 6 ou 7 ans, je crois, il y avait des villages qui étaient interdits aux Français parce qu'il y avait ce qui s'appelait le French shopping, qui était de voler dans les supermarchés. Et moi également, personnellement, il y a quelqu'un qui était très fier quand je l'ai rencontré de me dire qu'il avait un bâtiment, il avait en France. Il bénéficiait des chômages en France et des ACDIC. Et ensuite, il avait un travail en Australie. Donc, moi, je suis plutôt social, mais il y a quand même des gens qui profitent et c'est bien que les choses se fassent dans les deux sens. Oui, je suis d'accord avec ça. Par contre, il ne faut quand même pas généraliser et dire que tous les Français font du French shopping. Il y a des French shoppers en Australie. C'est un point, malheureusement, c'est un problème culturel de mauvaise éducation et de mauvais comportement en Australie. Effectivement, on en est conscient. Effectivement, c'est particulièrement vrai et sensible dans certains pays et dans certaines régions d'Australie, et notamment en Western Australia. La réalité, c'est que c'est regrettable, mais ça reste quand même et c'est contrôlé parce qu'il y a effectivement malheureusement des sites qui s'en font l'écho et qui se vantent de ça. C'est regrettable. Nous, en tant qu'élus locaux, on le regrette. Les élus nationaux le regrettent. Et en étant australien et franco-australien, je sais que c'est quelque chose qui est contre-productif parce que ces personnes, quand elles sont chopées, sentent la loi australienne de manière extrêmement sévère. Parce que, tu sais bien, je crois, l'Australie fonctionne par confiance, la est acquise et donnée par défaut. Si on la trahit, c'est très violent. C'est très violent pour ce genre de French shopping. C'est très violent quand on parle de trafic de drogue. Et on a des gens qui sont en prison pour trafic de drogue aussi en Australie. Donc nous, notre rôle de Français d'Australie, notre rôle d'élu français d'Australie, c'est de dénoncer, de combattre ça, tout en étant clair sur le point que c'est quand même pas une généralité et que c'est regrettable, mais qu'il ne faut pas généraliser. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, 100%. C'est pas une généralité, ça existe. Moi, une nouvelle fois, je suis comme toi. Ça m'attriste à chaque fois que je le vois parce que c'est notre image qui est une bonne image globalement. Et on peut dire pourquoi. Il y a de très très bonnes raisons aussi, qui sont des raisons très concrètes et très pragmatiques pour lesquelles on est si nombreux en Australie. C'est que, comme tu le dis,
dans 99% des cas, ou 98% des cas, des gens qui sont bosseurs, bien formés par l'État français, dont économiquement l'Australie profite. C'est pragmatique, c'est un constat. Après, personnellement, je suis très réservé sur cette histoire d'impôt de nationalité. Ça me fait très peur. Et juste pour rebondir sur le modèle HELP ou HEIC, je ne me rappelle plus exactement l'acronyme, il faut garder en tête que le coût des études universitaires en Australie, on l'évoquait récemment, Anne, quand tu étais en déplacement ici, après Singapour ou les États-Unis, l'Australie, c'est le deuxième pays le plus cher pour faire des études universitaires. Donc, tu t'endettes, l'État te porte caution, te fait un prêt pour que tu puisses faire des études universitaires. Donc, il y a toujours l'effet valeur. Le coût des études, le coût de tout ce qu'on fait en Australie est quand même parfois extrêmement plus cher que ce qu'on peut connaître en France. C'est juste pour éclairer sur les deux sujets. L'impôt de nationalité, ça existait. Je ne sais pas si ça existe encore pour les Américains. Parce qu'il y avait des Américains. Oui, ça existe. Mais c'est limité à 15%. C'est-à-dire que l'impôt est perçu sur la part fédérale du budget américain. Donc, c'est maximum 15%. Donc, tout Américain qui vit à l'étranger et qui paye plus de 15% de ses revenus n'est pas soumis à cet impôt. Donc, c'était pour des États qui étaient duty-free, où les gens ne payaient pas d'impôt, donc ils payaient 15%. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, en France, on paye, ou en Australie, on paye 45, 42, 48%. La deuxième chose que je voulais dire, c'était pour les études. La France et l'Australie sont deux marchés importants pour les étudiants étrangers. Il y en a un qui est numéro 7 dans le monde et l'autre qui est numéro 8. Je ne sais pas qui c'est qui est numéro 7, c'est l'Australie et la France est numéro 8, mais c'est deux pays équivalents. Il y en a un qui est quasiment gratuit pour les étudiants étrangers. Il y en a un autre qui fait payer 40 000 $. Pourquoi nous, on ne fait pas payer 30 000 € pour des étudiants étrangers? Alors, un Français, il paye ses impôts, ses parents payent ses impôts. Ici, on paye 40 000 $, ok? Et on a autant d'étudiants étrangers qu'en France. Pourquoi on ne fait pas payer? Pourquoi on le fait gratuit? Bon, alors, là, je peux répondre là-dessus. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est posé la question. Et il y a effectivement un projet qui est, alors on est loin des 40 000 $, qui est de faire payer les étudiants étrangers. Alors, c'est quelques milliers d'euros pour la licence, un tout petit peu plus cher pour la maîtrise. Enfin, on est très, très loin des 40 000 $. Et on avait une réunion préparatoire avec la ministre au ministère il y a à peu près 7-8 mois de ça. Et on avait parlé, moi je lui avais dit, texto, je lui avais dit, moi je crois qu'il faut lier ça à la résidence fiscale et non pas à la nationalité ou au fait d'être étranger ou pas. Parce que j'ai par exemple moi qui suis française, mais je contribue, alors surtout à l'époque, je contribue à zéro à la richesse nationale. Et en même temps, mes enfants se font élever dans le système français gratuitement. Donc, et c'est ce que font les Britanniques. Les Britanniques font ça. Pour les frais à payer, il y a 3 niveaux de frais. Alors, je parle de Angleterre, je ne parle pas d'Écosse. Hein. Angleterre, il y a un tarif anglais, résident fiscal en Angleterre, il y a un tarif résident fiscal européen et un tarif non européen. Et ça, quelle que soit la nationalité. Le Britannique qui habite à New York, qui envoie ses enfants à Londres, à la London School of Economics, il paiera plein pot tarif hors Union européenne. Donc, je trouvais que c'était plus logique. Et ce n'est pas le système qui a été retenu. Elle a choisi un système lié simplement à la nationalité. Il y a une levée de bouclier en France parce qu'en fait, évidemment, les étudiants, on a toutes sortes d'étudiants qui viennent en France, et notamment ceux qui viennent de pays, notamment africains, un certain nombre de Français, parce que moi j'ai rencontré des Africains qui sont favorables à la réforme, considérant que la France, avec son système actuel, finance les études de familles de diaspora africaine qui ont largement les moyens de payer. Donc il y a une levée de bouclier et le sujet est à nouveau sur la table, je ne sais pas ce qui va en être. Moi personnellement, je plaidais pour les rentes payantes, quitte à ce que ce soit 40 000 $, hein, l'équivalent, mais à sortir ça d'un certain nombre de bourses au mérite. Et il faut juste savoir que l'Allemagne, elle distribue chaque année 41 000 bourses au mérite, là où la France en distribue 387 précisément, d'après les derniers chiffres de Campus France. Donc, il y a vraiment une disproportion.
qui explique pourquoi on a tellement d'étudiants de qualité et financés par l'Allemagne, alors que nous, en France, on a des étudiants tout venant et que vouloir à tout prix vérifier les revenus d'un étudiant étranger chez lui dans son pays, déjà qu'on n'arrive pas à vérifier correctement les revenus d'une famille française qui sollicite une bourse pour aller à l'école française, alors je ne sais pas comment on va le faire avec des étrangers. Donc voilà, donc le sujet en est là. Moi, je vous rejoins complètement. Les étudiants étrangers, je trouve qu'on devrait les faire payer à condition d'assortir ça de bourses d'excellence pour attirer à nous. Ça va complètement changer le paysage des étudiants qui viennent en France, mais du coup, on va attirer les meilleurs. Et c'est quand même l'objectif. Voilà, donc je ne sais pas si je serai entendue, mais en tout cas, c'est la version, c'est le projet que moi je porte. Ce que je voulais dire, et je vais joindre ça avec un sujet précédent, c'est quand j'étais Rotary ici, trésorier du district, on avait des bourses pour payer des études, not for profit, pour des étudiants étrangers en Australie. Et c'était des bourses d'à peu près 40 000 $ australiens. C'était 30 000 $ américains par année. Donc là, donc c'était les non for profit. Donc là, je pense que sur ce sujet-là, on est, malgré les apparences, pas du tout hors sujet du grand débat, parce qu'on est là dans une question de finances publiques. À quoi servent les finances publiques? Et est-ce qu'on doit ou non financer les études des étudiants étrangers qui viennent en France? Est-ce que notre argent public doit servir à ça? Alors, ça va me permettre d'aller au tableau qui était là. Alors, j'étais en train de regarder, voilà, l'éducation sur 1 000 € de dépenses, 1 000 € d'argent public. Il y en a précisément 96 qui vont à l'éducation. Et je suis en train de regarder, est-ce que j'en oublie un peu ou pas, quelque part? Non, c'est 96 € sur 1 000 € de dépenses publiques. Il y en a 96 qui vont à l'éducation. L'éducation, c'est tout venant, y compris nos écoles primaires, etc. Et l'enseignement supérieur, je ne vois pas qu'il y ait d'autres... Non, j'essaie de regarder s'il y a une autre ligne, si c'est plus détaillé que ça. Il n'y a pas plus de détails que ça. 96 € à l'éducation et 23 € à la recherche. Parce que parmi les étudiants, il y en a aussi qui font des doctorats et des travaux de recherche. Voilà, donc c'est pas beaucoup, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et c'est à quoi doit servir l'argent public. Donc, faut-il ou pas financer les étudiants étrangers en France? D'autres, parmi vous présents là encore, d'autres ont une opinion différente? Il y avait, il y avait Rémi qui posait des questions à l'écrit. Je ne sais pas s'il a un micro qui marche. Ah, Rémi, est-ce que vous nous entendez? J'active votre micro. Non, ça ne marche pas. Qui disait pourquoi donner des bourses aux étudiants étrangers. Et je voulais juste dire qu'il reste 5 minutes. D'accord, ah oui, très bien. Des bourses, Rémi, si vous nous entendez, ce sont des bourses au mérite. Hein. Alors pour le moment, les bourses, elles sont, pour moi, c'est pas très clair, parce qu'on a interrogé la ministre là-dessus. Ce seraient des bourses sous condition de ressources, mais aussi une partie des bourses qui sont au mérite. C'est pas clair du tout. On parlait au tout début de la transparence et de l'information qu'on peut avoir de l'État et qu'en Australie on peut avoir. En France, c'est pas clair du tout. Oui, en fait, donc... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, en fait, j'ai bien compris que c'était des bourses au mérite pour les étrangers, mais je vois pas l'intérêt de donner une bourse au mérite à quelqu'un qui est étranger, même s'il est très méritant, puisque, enfin, on n'a aucune garantie que la personne restera en France et ensuite paiera des impôts et économiquement participera au développement de la France. Ah, alors, moi, ce que j'ai observé, pas, hein. c'est qu'en fait, quand on est dans des études longues, et notamment au niveau, dès que les gens obtiennent un master, après, on va les retrouver dans les pays où ils sont, ils retournent travailler chez eux, ils ne vont pas travailler en France, mais ils vont retourner chez eux, et ils vont souvent avoir des postes à responsabilité, ou alors ils vont travailler pour des entreprises françaises qui vont les récupérer, et qui vont, par exemple, je ne sais pas quoi, un Chinois qui a eu une maîtrise française va repartir pour une boîte française en Chine, et du coup, il aura cette double connaissance de la culture française et de la culture chinoise, et il va aider notre entreprise à percer le marché chinois. C'est comme ça qu'il faut le voir. On va en trouver aussi dans des administrations, dans les pays étrangers. On va en trouver qui vont être ministres, qui vont être hauts fonctionnaires, et qui seront des relais d'influence extrêmement importants pour nous. Donc, c'est un pari qu'on fait sur la totalité des étudiants à qui on peut donner une bourse au mérite, donc des étudiants de qualité.
on sait qu'après, ils vont rester en contact avec nous par le biais d'une entreprise, d'une administration, et qui nous aideront à nous exporter, à exister, à avoir de l'influence. C'est ça l'idée. Ça paraît quand même des effets qui sont très, très indirects et très hypothétiques. Si on regarde l'exemple australien… Aujourd'hui, ils ne sont pas hypothétiques. Hein. On peut déjà les mesurer en entreprise. Hein. On les a si déjà. Si on compare avec l'exemple australien, eux, ils ont plutôt la politique inverse où quand des étrangers viennent étudier en Australie, ils font payer cher les études, font un bénéfice sur les gens qui viennent faire des études et ça, enfin, il y a une économie qui s'est développée, les universités sont réputées, ont beaucoup de moyens, etc. Donc, enfin, prendre l'option complètement inverse de donner de l'argent aux étudiants qui viennent étudier en France, alors que les universités en France sont pauvres, trop peu sélectives, qu'il y a trop d'étudiants par rapport au nombre de places, etc. Ça paraît quand même un peu surprenant. Juste pour préciser un tout petit peu le débat, on parle de bourse d'excellence et pas de bourse scolaire par défaut, ou comme on les connaît. En Australie, il y a de bourse de mérite c'est quoi? Donc pour les excellents élèves, c'est ça? Des bourses de bourse mérite sur la base d'excellents résultats. C'est ça. Et ça existe aussi en Australie. Aussi, moi je sais que j'ai eu un cas de conseil consulaire très récent où justement on s'est battu parce qu'on a des problèmes, on a encore de larges marges de progrès pour faire reconnaître le bac français en Australie. Cette personne, qui était une excellente élève, ne rentrait pas dans les cases des bourses au mérite mises en place par les universités australiennes, donc qui sont en place pour plein d'autres formations, notamment l'IB, comme on en parlait précédemment quand Anne, tu étais là. Donc il y a aussi, malgré la cherté des cours d'université, il y a aussi un mécanisme de bourse au mérite qui s'applique aux étudiants étrangers. Donc mais on parle vraiment des meilleurs élèves. C'est ce que font les États-Unis aussi. Hein. Les Américains, ils ont une politique de bourse au mérite incroyable et ils retiennent des talents, et c'est fou. Hein. Et après, qui vont les aider énormément. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait. Voilà, il faut trouver le bon équilibre pour qu'il y ait suffisamment de bourse au mérite qui soit du galvaudage. C'est clairement. En Australie, il y a aussi, quand on a fait 3 ou 4 ans d'études, un visa de 2 ans qu'on peut avoir pour rester localement. Mais on doit avoir trouvé du boulot dans les 2 ans. Donc, c'est une façon en France, c'est mis en place. C'est mis en place. Ceux qui ont obtenu un diplôme français ont droit à un permis de travail, je crois que c'est d'1 an, je crois que c'est 1 an, ou 2, je ne sais plus. Et aux États-Unis, c'est 1 an. Quand on a un diplôme niveau maîtrise américain. Mais ça n'ouvre pas droit aux prestations, ça n'ouvre pas droit à la santé, ça n'ouvre droit à rien. Juste, ça vous donne le droit de trouver un boulot, si vous voulez rester, de trouver un sponsor. En France, ça donne droit, parce que les prestations sociales sont liées à une condition de résidence stable et régulière depuis plus de 3 mois. Ce n'est pas du tout lié au reste, à trouver un boulot, etc. Donc, on aura droit à l'assurance maladie une fois qu'on est depuis plus de 3 mois en France dans une résidence stable et régulière. Donc, c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, pour information, sur les 1 000 € de dépenses publiques, la protection sociale, la maladie, c'est 191 €. Voilà. Ensuite, on a la famille, 42 €, le chômage, 35 €, les aides au logement et différentes aides, c'est 17 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis les retraites, c'est le plus gros morceau, c'est 268 € sur 1 000 € de dépenses publiques. Voilà. Donc, par rapport à ce sujet sur la dépense, l'investissement sur les étudiants, qu'est-ce que vous souhaitez que je porte au compte-rendu? Quel est votre souhait? On garde les bourses au mérite, on ne les garde pas, on fait payer les étudiants étrangers, on ne les fait pas payer. Quel est votre opinion aux uns et aux autres? On fait payer les étudiants étrangers, comme tout étudiant étranger qui va dans les pays concurrents de la France et qui font des offres
d'études pour les étudiants étrangers, comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, et on fait payer quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire 30 000 euros par an, ça doit couvrir très largement les coûts. Et je trouve que l'idée d'offrir, après par exemple un bachelor ou un master, 2 années de résidence locale pour trouver un boulot et participer au développement du pays, c'est une bonne idée. Mais sans contrepartie au niveau des prestations. Il y avait un article dans l'Économiste, je ne sais pas si vous le lisez, il y a quelques mois, où il disait que dans ce cas-là, une bonne idée pour faciliter l'immigration et pour rendre l'immigration acceptable, ça serait de créer un surimpôt pour ceux qui restent. Par exemple, parce qu'ils n'ont pas contribué aux infrastructures, parce qu'ils ne sont pas nés dans le pays, ils payent 20% ou 30% de plus d'impôts pendant les 5 années qui suivent leur arrivée. Ah, ça va en décourager plus d'un. Un surimpôt? Comment ça fonctionne, le surimpôt? L'idée qui était développée, c'était de payer sur l'impôt sur le revenu, d'ajouter 20 ou 30% d'impôt sur le revenu pendant un certain nombre d'années, les premières années suivant l'implantation en France, pour contribuer aux infrastructures, aux dépenses de santé, à tout ce que quelqu'un qui vient d'arriver n'a pas contribué. Ceux qui viennent s'installer en France, c'est ça? Oui. Pendant un certain nombre d'années, de 2 à 5 ans, je ne sais pas, c'était un article, un sujet de recherche, et suggérait d'avoir une surimposition pour permettre le paiement des infrastructures dont le nouvel arrivant va bénéficier. Hein. Si vous arrivez en France et que vous allez à l'aéroport ou vous prenez un rond-point, parce qu'il y en a partout, c'est vrai qu'il a bien fallu qu'il y ait un contribuable qui le paye, mais que voilà, celui qui arrive et qui n'a pas contribué, c'est un effort. Et je pense que socialement, ça rendrait l'immigration un peu plus acceptable. Si on dit, c'est pas des immigrants, c'est des contribuables. Mmh. D'accord. Ok. Bah, écoutez, on va arriver au terme de ces échanges. Si vous avez, c'est toujours pareil, on va raccrocher, puis d'un seul coup, vous allez vous dire, ah zut, j'avais une idée en plus. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sachez que la plateforme Grand Débat, elle ferme vendredi soir minuit. Mais après, au-delà du Grand Débat, si vous avez des idées, n'hésitez pas à la faveur de vos lectures. Vous m'envoyez un email et moi, ça pourra toujours enrichir ma propre réflexion et donner lieu à des propositions, que ce soit à la faveur d'un règlement, d'un décret, d'un texte de loi, d'une réflexion. Il ne faut pas hésiter à revenir vers moi à tout moment. C'est toujours enrichissant et c'est comme ça qu'on progressera à travers vos idées, et vos propositions et vos comparaisons. On a beaucoup parlé de la comparaison France-Australie ce matin et c'était particulièrement intéressant. Merci à tous. Merci à tous de votre participation et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine réunion de ce type-là sur un Facebook Live. Donc tous les premiers samedis du mois, je vous accueille en Facebook Live. Et puis de toute façon par email à tout moment et avec toujours la même chose. Si je ne vous réponds pas dans les 48 heures, vous me relancez. C'est que votre mail s'est perdu dans la masse de ceux que je reçois tous les jours. Donc il ne faut pas hésiter à me relancer, je ne me vexerai pas. Je ne prendrai pas ça pour de l'insistance. Pas de souci. Voilà. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous bon vent et puis à une prochaine fois. Merci à tous.